Quand il se lève, le soleil se couche. Une façon de dire que c'est un lecteur habile et débatteur, passionné de culture, sa soif de savoir n'a d'égal que ses dribbles footballistiques. À ma droite, Kamal Bouchiri, 85 kg à la pesée, le prince de l'esquive verbale. Amateur de mots et de paraboles, à gauche qui n'a d'égal que son humour, son crochet gauche, transcende son adversaire hors du temps et de l'espace. Donc nos deux conférenciers vous présentent leur conférence qui porte sur la science et son évolution. Et mon petit doigt me dit que l'histoire va s'allier à l'humour. Donc on est une conférence non académique, mais ô combien passionnante. Voilà, vous êtes prévenus. Donc merci d'être là et je vous souhaite une excellente conférence. Bonsoir tout le monde, je vous remercie tout d'abord d'être venus ici nombreux. J'espère qu'on va passer une soirée très enrichissante en termes d'échange, de débat et de partage. La conférence d'aujourd'hui va porter en quelque sorte sur l'histoire de la pensée scientifique. Et avant de céder la parole à mon ami Kamal, j'aimerais te poser à peu près 3 questions. La première, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, en bref, de quoi il s'agit dans la conférence? Alors, je ferai référence à quelques concepts qui seraient de nature philosophique et que je serai amené effectivement à expliquer au fur et à mesure de cet échange. D'accord? Ok, très bien. Et pour les concepts qui vont configurer cet espace de la conférence, tu peux nous dire quelques termes, quelques mots, quelques concepts? Alors, il y a par exemple le déterminisme, le matérialisme, le réductionnisme, tout ce qui finit par isme, en fait. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'il ne s'agit pas par hasard d'une sorte de prosélytisme de couvert scientifique? C'est une très bonne question, en fait. Hein, parce que je connais la réponse, et je l'ai préparée à l'avance, évidemment. Il n'y a nullement de prosélytisme dans mes propos. Nullement. Aucune. Dans la mesure, effectivement, où je suis empli de doutes, et des doutes, j'en ai fait une certitude. Donc il n'y a pas de risque à ce sujet-là. Parfait, on est déjà... D'autant plus que je finirai par une citation, une réflexion extrêmement intéressante de Munjara, qui parle de la subjectivité. Ça, c'est très important. C'est très bien, tu nous as rassurés. Pour rentrer dans le vif du sujet, tu as la parole. Merci, c'est gentil. Très bien. Donc, je suis manipulé. Alors, je vous propose un petit voyage au cours duquel nous allons suivre l'évolution de la science, allant d'une vision classique, déterministe, réductionniste, désenchantée. Et c'est cette vision qui a fait dire à la place que Dieu est une hypothèse inutile. Donc, je vais devoir ouvrir une petite parenthèse afin d'expliciter mes propos. Pierre Simon, le marquis de la Place, fut mis de l'intérieur sous le Premier Empire, c'est-à-dire sous le règne de Napoléon Ier, et par ailleurs était mathématicien, physicien et homme de science. S'appuyant sur les travaux de Newton, notamment sur la gravitation, il a pu proposer ce qu'on appelle une vision mécanistique de l'univers. Alors qu'est-ce que c'est que cette vision? Pour lui, l'univers est une mécanique bien huilée, qui n'a ni commencement ni fin, c'est-à-dire qu'il aurait toujours existé, et il serait toujours, et cet univers étant régi par des lois physiques. Et ma foi, en appliquant ces lois physiques à cet univers, on pourrait même prévoir effectivement l'évolution de cet univers dans le temps. Cette approche de la science, c'est ce qu'on appelle effectivement le déterminisme, chose à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Si on veut donner une définition compliquée, le déterminisme, c'est une notion philosophique selon laquelle la succession de chaque événement est déterminée en vertu du principe de causalité, des lois physiques, mais aussi des conditions initiales, c'est-à-dire le passé. Pour faire simple, le billard, mon ami, le billard. Voilà. Si vous voulez, reviens, si vous voulez, par exemple, connaître la trajectoire de cette boule. Alors, en principe, c'est censé fonctionner. Bon, bref. Si vous voulez connaître la trajectoire de cette boule, il suffit juste de préciser ses coordonnées dans l'espace, c'est-à-dire sa place sur le tapis, tout simplement, et aussi la vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse que vous lui donnez. Et les lois physiques se chargeront de vous décrire de façon théorique cette trajectoire que vous pouvez vérifier expérimentalement si vous êtes doué. Nous sommes d'accord. Je referme la parenthèse. Donc nous allons partir de cette vision qui est purement matérialiste à une vision beaucoup plus subtile, une vision dite moderne. Et cette vision englobe 2 domaines de la science. 2 domaines. À savoir la physique quantique, qui concerne tout ce qui est infiniment petit, et la physique, ou plutôt la relativité générale, qui concerne effectivement l'infiniment grand. Et ces deux domaines s'associent pour donner ce qu'on appelle une vision. Et cette vision nous permet de mieux comprendre l'univers dont nous faisons partie, car au dire d'Hubert Reeves, astrophysicien contemporain, nous sommes réellement des poussières d'étoiles.
Et cette vision également pose la question de Dieu comme question fondamentale. Ce n'est pas qu'elle va répondre, mais en tout cas, elle la pose. Nous allons voir comment est la science classique, que je vais situer de façon très schématique au XVIIIe siècle, tout en sachant qu'elle remonte évidemment à Galilée, la science moderne, quant à elle au XXe siècle, comment ces deux visions définissent 4 thèmes fondamentaux, à savoir la matière, l'univers, la vie, et un concept extrêmement abstrait qu'on appelle effectivement la conscience. À moi de jouer, merci. Donc on va passer effectivement à la science classique. Alors il ne s'agit pas de dénaturer ou dénigrer tous les apports technologiques et considérables de cette science-là. Hein, elle a permis d'apporter, enfin, elle a apporté la machine. Elle a apporté la machine. Alors, je continue, désolé. Elle a apporté effectivement la machine, l'électricité, les avions. D'accord? N'oublions pas que le tiers de la population européenne était décimée par la peste noire au Moyen-Âge. Cette science a permis de remédier à ce genre de catastrophe. Mais parallèlement à ça, elle a mené à 60 millions de morts de 1939 à Hiroshima. Cette science également a permis d'extraire de l'énergie du fin fond de la matière, du fin fond de l'atome, du fin fond du noyau. Mais parallèlement, elle a abouti à Nagasaki et Hiroshima. Elle a même donné à l'homme le don d'ubiquité, c'est-à-dire cette possibilité ou cette capacité de suivre plusieurs événements de façon simultanée sur le globe terrestre. Grâce à quoi? Grâce à la radio, la télévision, la cybernétique. Mais on sait que la cybernétique, permet de contrôler les populations humaines, de générer des troupes, de provoquer des crashs forcés, de provoquer des printemps ou des hivers arabes. In fine, elle porte en soi la notion du chaos. Ce chaos découle d'un certain désenchantement du réel. Johnston, dans son ouvrage « Notre existence a-t-elle un sens ?» René Guénon, dans le règne de la quantité. Roger Garaudy, dans Appel au vivant, décèle effectivement 3 types de frustration qu'a subi l'homme. On verra tout à l'heure que Freud parle même d'humiliation qu'a subi l'homme, en quelque sorte. La première des frustrations, et qui n'est pas des moindres, alors déchantement, j'ai dit, il y a un petit décalage, je suis désolé, ce serait celle-ci. L'homme n'est plus au centre du monde. Vous savez ça? Depuis la nuit des temps jusqu'à peu près le 15e, 16e siècle, en passant par la Grèce antique et aussi par l'apport considérable de la civilisation arabo-musulmane à la science, hein, ou à l'humanité, si vous voulez. Rendons à Mohammed ce qui appartient à Mohammed. Depuis toute cette période, on pensait réellement que la Terre était le centre du monde, c'est-à-dire le centre de l'univers. Alors mettons-nous à la place de quelqu'un de cette période et qui scruterait en quelque sorte le ciel. Ce qu'on appelle le système géocentrique, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il voit? La Lune, qui inspire énormément de poètes, notamment ceux qui déclarent très facilement leur flamme, n'est-ce pas? Il y a aussi le Soleil, une boule de feu, carrément une divinité par un certain nombre de cultures, notamment l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, si vous voulez. Ensuite, il y avait quelques astres qui semblaient effectivement planer dans le ciel, et auxquels on a donné le nom de planète. Et le nom de planète découle effectivement du grec, qui signifie astrérant. Si on s'amuse à suivre l'évolution, par exemple, de Mars au cours du temps, lorsqu'il est observable, donc je vais actionner ce logiciel-là. Donc si on s'amuse à suivre l'évolution de Mars, voilà, vous le voyez, la planète Mars, à partir de la Terre, évidemment. Alors, on l'observe tous les jours à la même heure. Voilà. Il semble décrire effectivement une boucle. Et ce mouvement, on était dans l'incapacité de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on pensait réellement que la Terre était le centre de l'univers. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation de Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer? Les étoiles. Comme dans ce système-là, on pensait réellement que la Terre était au centre de l'univers observable, on pensait réellement que toutes ces étoiles se trouvaient à la mission de la Terre. Et construire ce qu'on appelle la voûte céleste. D'ailleurs, le terme est encore utilisé par les astronomes, qui est une sorte de cosmogonie en quelque sorte. Et l'imagination humaine a associé ces étoiles en constellation, et on a même été pensé, effectivement, que ces constellations joueraient un rôle dans la destinée de l'humanité, d'où l'astrologie, qui continue d'ailleurs. Hein.
C'est un modèle, hein. C'est un modèle qui avait ses avantages, le modèle géocentrique. L'un des avantages est l'avantage psychologique. C'est que l'homme, dans sa dimension, a l'illusion, effectivement, de comprendre l'univers dans lequel il vit. D'accord? Ça le rassure, tout simplement. C'est un avantage psychologique. Le deuxième avantage est d'ordre pratique. Ça permettait aux nomades, aux voyageurs, aux marins, de s'orienter sur Terre, tout simplement en suivant, effectivement, en suivant, par exemple, l'étoile polaire, qui indique toujours le nord, tout simplement parce que elle se trouve dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. D'accord? Donc ce modèle avait ses vertus, comme on dit. Et voilà qu'un certain Copernic arrive, ou arriva, comme vous voulez, et qui montre qu'en réalité, notre Terre n'est qu'une planète parmi d'autres, c'est-à-dire un système héliocentrique, n'est qu'une planète parmi d'autres, d'un système composé de 8 planètes qui tournent autour du Soleil. Pluton a été éjecté dernièrement pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas parce que ce n'est pas le sujet. En tout cas, l'ensemble, effectivement, de ces planètes tournent autour du Soleil. D'accord? Alors, la question, une petite animation qui permet d'expliquer le phénomène de rétrogradation, est la suivante. Voilà, voyez, vous avez le Soleil qui occupe une position centrale, et on a un couple composé effectivement de la Terre et de Mars, que je vous propose de suivre. Hein. On a Mars, la Terre est là, et Mars qui est là. D'accord? Alors regardez. La Terre semble devancer Mars, voilà, lors de sa rotation. Et à un moment donné, cette Terre-là va rattraper Mars, et vu de la Terre, Mars va sembler reculer effectivement par rapport à la Terre. Voilà, il y a un moment donné, très bien, là, on voit qu'effectivement la Terre dépasse. Très bien. Maintenant, il y a un petit décalage. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les planètes tournent effectivement autour du Soleil? Sachez que l'univers est régi par des lois physiques, et notamment en ce qui concerne les objets massifs, ce sont les phénomènes gravitationnels. Qu'est-ce que c'est qu'une force gravitationnelle? C'est l'action attractive qui exerce effectivement un objet massif sur un autre objet. D'accord? Donc, cette force-là, qui est décrite par cette équation-là, d'accord? Juste à titre de rappel, les mathématiques sont la plus belle langue qui puisse exister. Elle ne se laisse pas découvrir très facilement. Mais quand on a les outils pour la saisir, comprendre ses nuances, c'est la plus belle langue qui peut décrire effectivement l'univers, notre réalité. Ce sont les mathématiques. Et vous avez des langues qui s'en rapprochent. L'arabe, par exemple, c'est une langue qui se rapproche effectivement des mathématiques parce qu'elle est basée et sur la dérivation et l'analogie. Regardez cette formule-là, je ne vous demande pas de la comprendre. Sachez que cette écriture signifie qu'effectivement que cette force est d'autant plus importante que la masse est importante, mais décroît très très vite avec la distance, parce qu'elle est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. D'accord? Donc elle décroît très vite. C'est pour ça qu'effectivement, la Terre étant plus proche du Soleil que de Mars, devrait tourner beaucoup plus vite pour échapper effectivement à cette force gravitationnelle, ce qui lui confère une force centrifuge beaucoup plus importante. Autrement dit, l'année terrestre étant beaucoup plus courte que l'année martienne. Hein, c'est à peu près la moitié, si vous voulez. Donc là, ce modèle-là nous permet de comprendre effectivement le phénomène de rétrogradation. La deuxième illumination, celle-là, il faut la placer dans son contexte historique. Le siècle des Lumières, les républiques, ou plutôt les monarchies, étaient vacillantes. Les républiques ont été à pointer du nez. Il fallait, pour asseoir les républiques, détruire le socle ou l'édifice sur lequel sont basées effectivement les monarchies, à savoir l'Église. Donc il fallait trouver, par quelque moyen quelconque, une façon qui, in fine, va finir par ôter Dieu des cœurs des hommes. C'est ce monsieur qui sont les charges. L'homme n'a pas du tout été créé. Son existence est due au hasard d'une évolution très lente. Il faut attendre 1 milliard d'années pour constater l'éclosion et l'organisation de la vie. C'est ce qu'on appelle
le principe de l'auto-organisation de la matière sans organisateur. Un certain nombre d'érudits musulmans, de très haut rang, je ne parle pas des léchiens, très haut rang, non sans mépris, définissent sa théorie comme étant la religion du singe. Allez savoir. L'un des arguments qui a été avancé, étant à supposer que l'on confie à un singe les lettres qui composent l'un des plus beaux quatrains d'Al-Khayyam. Le nectar de ton amour a coulé dans mes veines et mon imagination ivre a conçu ta beauté. Le laissant disposer et redisposer ses lettres à sa guise. Quelle est la probabilité pour qu'il puisse recomposer effectivement ce beau poème, rien que par le fait du hasard? Test. Allez-y, faites-le. Voilà, vous avez toutes les lettres, effectivement, qui composent ce beau poème, beau quatrain dans ma feuille. Alors, il y a une petite animation. Bon, je reviendrai là-dessus. Alors, la conséquence, évidemment, la conséquence du darwinisme, c'est la notion de race, de classe institutionnelle de M. Jules Ferry, des races supérieures sur les races inférieures, et aussi effectivement le génétique. D'accord? On aboutit à ça. L'une des conséquences. Et ne croyez surtout pas que ce sont des raccourcis. Bien. On doit être à deux, effectivement, pour... je vous raconte une histoire. Une histoire d'un couple, en fait. Un homme, une femme, en fait. Hein. Je précise, parce qu'on est au plein de modernité. Hein. D'accord? Au sein de cette couple règne une ambiance extraordinaire, d'entente parfaite. D'accord? Une harmonie parfaite. Sauf lorsqu'ils discutent effectivement de l'origine de l'homme, en quelque sorte. L'homme, anti-darwinien primaire, à tort ou à raison, pense qu'il est ici une origine divine, tout simplement. Allez savoir pourquoi. La femme, quant à elle, est darwinienne, primaire. Quand elle voit son mari évoluer au niveau de la maison, laissant entraîner ses chaussettes, elle dit il y a des fortes chances qu'on descende du singe. Ils ont eu un enfant. Un enfant qui a grandi, qui a eu baigné effectivement dans la République, dans l'école républicaine à laquelle quelques-uns appartiennent, hein, avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Et c'est un enfant qui a suivi notamment des notions philosophiques en cours d'SVT sur l'évolution. D'accord? Donc on peut dire qu'il est darwinien par formatage. Je ne peux pas boire, vous connaissez la raison. Par formatage scolaire. Darwinien par formatage scolaire. Vous connaissez les enfants, hein? C'est une génération très particulière. Comme disait Colus, c'est une génération spontanée. D'accord? Mais justement, je vais aller voir cet enfant en fait. On va en discuter. Oh, je me présente dans le temps. Undercover, le micro chauffe. Appelle-moi Mr. Over. On va arrêter cette musique, franchement, anxiogène. Et range-moi d'abord ta chambre, franchement. C'est quoi ces conneries? C'est pour ça que je t'ai dit pas le moment. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait encore des SVT? Bon, Daron, je vais expliquer de manière scientifique. Tu dis ta base, s'il te plaît. Ok. Si tu veux. Daron. Donc, tu m'expliques scientifiquement l'origine des ancêtres. Maman, de son côté, Daron, il m'a expliqué de manière divine, à savoir spirituelle. Par contre, mon chance est perdu parce que dans le cours de SVT avec le professeur,
Il nous a expliqué tout simplement que l'origine de l'être humain, c'était le singe. Je suis tellement perdu parce que si c'est le cas, pourquoi les singes existent toujours? Sans oublier que j'ai vu le film Tarzan et Cheetah. Je me suis toujours posé la question, si c'est le cas, pourquoi les deux coexistent encore? C'est un peu en station. Je connaissais un peu. Bah écoute mon ami, moi je t'ai raconté l'histoire de ma famille, d'accord? Et ta mère, comme la collègue SVT, t'en raconté l'histoire de la guerre, tout ça. Je me suis dit que si on avait fait un bide, j'aurais passé ça. Très bien, bon, c'est pas le cas, pardon. Très bien. Donc la deuxième émulation qui était effectivement l'émulation darwinienne. Maintenant qu'on a réussi plus ou moins à ôter Dieu des cœurs des hommes, il fallait absolument combler ce vide. Car la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Donc il fallait trouver un moyen, comme je viens de dire, de combler ce vide. Et une fois avoir extirpé la notion du divin du cœur des hommes, il fallait la remplacer par quelque chose. Cette chose étant la suivante. Alors pour moi, c'est une théorie qui dépasse l'entendement. Franchement, qui dépasse l'entendement. Ce monsieur, cela, c'est ce qu'on appelle le banquet cannibale. Qu'est-ce que c'est que le banquet cannibale? C'est une fratrie qui décide tout simplement de coucher avec la maman. Vous comprenez bien? Et pour cela, il faut qu'ils se débarrassent de père. Et non seulement ils sont débarrassés des pères, non seulement ils ont tué le père, mais ils l'ont mangé. Et à partir de là, on a construit effectivement toute une idéologie. L'idéologie étant la suivante, c'est que l'homme est géré par son inconscient, au dépens de son conscient, et son inconscient est globalement régi par sa sexualité. In fine, on a juste tout simplement remplacé le prêtre ou le curé par le psychanalyste pour le même service, sauf que le service est devenu payant. Et ça a pris un caractère d'universalité. Tous les médecins ne jurent que par ça. Dernièrement, Michel Onfray a déstructuré cette idéologie, car c'est devenu maintenant une idéologie. Pour résumer, la place nous dit que l'univers n'a pas été créé. Le darwinisme a plus ou moins réussi à ôter Dieu du cœur des hommes. Et le freudisme nous dit que nous sommes qu'un amas d'hormones, testostérone et autres, et que nous dépendons principalement de notre sexualité. On peut se poser la question, comment on est arrivé là, à ce stade-là? On arrive à ce stade-là. C'est ce qu'on appelle la vision réductionniste, effectivement, qu'on a de la science, sur laquelle se base toute la science classique. Alors, qu'est-ce que c'est que le réductionnisme? Alors, je ne vais pas définir dans un premier temps, je vais vous demander un effort d'imagination. Regardez cette très belle tuile. C'est un jeu de lumière. Ça fertilise l'imagination. On peut même sentir son parfum. Mais pour un réductionniste, c'est quoi une fleur? Pour lui, une fleur, c'est un ensemble de cellules végétales, vous voyez. Les cellules végétales sont faites d'un noyau, d'un cytoplasme, d'un appareil de Golgi, d'un résicule endoplasmique, de vacuoles et ainsi de suite. L'ensemble de ces organites sont composés effectivement de macromolécules. Vous avez des protéines, des acides nucléiques, des glucides, des lipides. Et toutes ces molécules, macromolécules, sont faites à partir d'atomes. Et les atomes, c'est quoi? Vous avez un noyau central et des électrons. Et le noyau et les électrons sont constitués à partir de ce qu'on appelle des particules subatomiques, c'est-à-dire les quarks. Le réductionnisme consiste à dire que la fleur ne correspond juste qu'à la somme des particules qui la composent, c'est-à-dire les quarks. Et on fait abstraction de tout ce qui est beauté, tout ce qui est harmonie, tout ce qui est géométrie, tout ce qui est odeur, senteur, et ainsi de suite. C'est juste des briques qui sont associées. Un autre exemple. Le Taj Mahal, par exemple.
La fille, elle croit que c'est sa maman, en fait. Regardez le Taj Mahal. Le Taj Mahal est fait d'une association de blocs de marbre blanc. Très beau. Et c'est une beauté. C'est un charme. Des yeux fabuleux. Il y a quelque chose qui se dégage du Taj Mahal. On ne peut pas réduire ça à un ensemble de particules. Vous comprenez? Je suis. Ceux qui n'ont pas suivi le Taj Mahal, parce qu'on n'a rien quoi. N'empêche, il a été construit pour l'amour du sable. Je n'étais pas très loin. D'accord? Donc le réductionniste, c'est quoi en réalité? Alors il y a autre chose, tenez. Ça c'est encore plus beau. Plus beau. Regardez-moi ce beau regard sur une chanson de Cat Stevens. Pour les gens de ma génération. Comment peut-on oser réduire ça à un ensemble de particules? Il y a quelque chose qui se dégage. C'est fabuleux. Bien. Le réductionnisme dit effectivement que le tout n'est rien d'autre que la somme des particules composées. Très bien. Maintenant, on va définir la matière. Rappelez-vous, on avait à définir la matière, l'univers, la vie et la conscience. Alors, commençons par la matière. La matière est faite à partir de briques. Les briques les plus élémentaires, ce qu'on appelle les atomes. Les atomes, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Une association de particules élémentaires, c'est-à-dire de quarks en quelque sorte. Et l'ensemble est tenu par des forces gravitationnelles, électriques, électromagnétiques, forces nucléaires fortes, forces nucléaires faibles, et ainsi de suite. Ça, tous les étudiants connaissent ce genre de structure. Je vais prendre l'exemple de l'atome de Rutherford, qui est le plus simple, en fait. Voilà, celui-ci. Et vous avez effectivement une structure centrale, qu'on appelle le noyau, et autour, vous avez les électrons. Voilà, très bien. Ensuite, maintenant, l'univers. On a dit que l'univers était, dans la vision classique, était de type laplacien, c'est-à-dire, ma foi, une mécanique qui est bien huilée, qui n'a ni commencement ni fin. Les structures à l'intérieur s'organisent selon, effectivement, la force gravitationnelle, parce que c'est elle qui l'emporte, vu qu'elle concerne l'infiniment. C'est ça l'univers laplacien. Tout est déterminé à l'avance. Dites-moi pas. Il avait pour habitude de dire, dites-moi le passé, je vous crée le présent, qui lui générait effectivement le futur. Hein, c'est cette vision-là. La vie. Alors, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, ce qui se passe au niveau des étoiles, ce sont des réactions qu'on qualifie de nucléaires, qui se traduisent effectivement par l'élaboration de la matière sous forme de noyaux, si vous voulez, et qui vont ensemble de l'univers. Ensuite, vous avez ces noyaux qui vont se rencontrer pour former effectivement des structures peu complexes, disons, c'est-à-dire des atomes, et par la suite, effectivement, par quel miracle, par quel procédé, des molécules s'associent pour former des molécules qui ont rapport avec le vivant, telles que l'ADN, l'ARN, et ainsi de suite. Voilà. C'est la vision des réductionnistes concernant effectivement la vie. En réalité, nous sommes que de la matière, que des atomes. Une source primordiale de substances chimiques au hasard des interactions et des réactions de sélection naturelle et de mutation génétique expliquerait l'éclosion de la vie. Et cette éclosion se ferait effectivement selon l'auto-organisation de la matière sans organisateur. C'est ça la vie. La conscience. La question fondamentale, sommes-nous juste assimilables à un processus écochimique et algorithmique reproductible par une machine? Pour la science classique, oui. Qui dit algorithme, dit calcul. Qui dit calcul, dit ordinateur. Ce qui laisse entendre qu'un jour, on sera remplacé effectivement par des robots, qui seront d'autant plus intéressants qu'ils ne prennent jamais de vacances. Un courant, dans les années 60, qui prend effectivement origine au niveau des États-Unis, qu'on appelle, c'est un courant, le transhumanisme, qui a pour rôle, effectivement, c'est psychédélique, hein. Ce transhumanisme, en quelque sorte, a pour objectif de perfectionner, effectivement, l'homme, de le rendre extrêmement fort, si vous voulez, sur tel plan, mais
derrière ça, on va aller à l'essentiel, parce qu'on n'a pas le temps, derrière ça, c'est-à-dire qu'il faut vaincre en quelque sorte la mort. Il faut créer un homme qui aurait tendance à vaincre la mort, tout simplement. En faisant et intégrer carrément des composants électroniques, que ce soit pour le cœur, pour le cerveau, et c'est ça la tendance vers laquelle on tend. Voilà, ce qu'on appelle le truc. Alors, c'est modélisé par cette lettre H+, en fait. Alors, je vous conseille de jeter un coup d'œil là-dessus, sur Internet. Il y a énormément d'informations. On va synthétiser ce qu'on vient de voir. La science classique nous dit que la matière, c'est juste des particules corpusculaires, l'univers mécanistique et déterministe, ce qu'on a dit tout à l'heure, la vie au hasard des interactions d'une soupe primordiale substance chimique, et la conscience, c'est juste un processus physico-chimique et algorithmique. Des scientifiques et matérialistes qui épousent cette vision-là, et pas des moindres, que des prix Nobel, au fait. Crick, le découvreur de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, le support de l'information génétique. Que dit effectivement ce monsieur? Une hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité, de votre libre arbitre, ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui sont associées. Autrement, nous sommes juste de petites particules qui sont associées au hasard aux aléas effectivement de la vie. Jacques Monod, dans Hasard et nécessité, prix Nobel également, nous dit la chose suivante: plus nous comprenons le monde, plus nous sommes dépourvus de sens. Cette approche découle d'une vision cartésienne qui s'entame effectivement dans l'homme, réduction de l'homme à l'individu, réduction de l'esprit au concept. Ça a une base, ça, c'est pas, ça ne vient pas de n'importe où, hein. Ça a une base. Il y a aussi l'immanence, c'est-à-dire qu'on peut expliquer, on pourrait expliquer l'univers à partir de lui-même. C'est-à-dire sans transcendance. Il n'y a aucune cause extérieure qui le fabriquerait en quelque sorte. Ça découle de lui-même. La conséquence est celle-ci. La guerre, l'eugénisme, l'individualisme, et ainsi de suite. Et je veux mettre quelqu'un qui va mieux vous parler de tout ça. Et surtout du racisme. Quelqu'un d'extrêmement compétent, vous allez comprendre très bien. Si je peux vous le prouver. Ouais. Mais je pense qu'on est tous un petit peu racistes. Je pense que c'est pour ça que ça marche, toutes ces thèses. Je pense qu'on a tous un fond raciste. Je peux vous le prouver. Imaginez que je sois dans un village de France, genre 50 habitants, dans une région un peu sud, ça veut genre le Larzac. Il y a des gens du Larzac ce soir? Ah, il n'y a personne dans Larzac, c'est normal. Non, ouais, c'est le genre de lieu où tu fais une entorse, tu peux mourir. Ouais, parce que le temps que le secours arrive, tu te déshydrates. Donc voilà, vous êtes dans le village de 50 habitants, vous êtes en train de vous balader, tout va bien, et là vous voyez un noir. Et tout le monde ici, tout le monde, on va se dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? T'es tolérant, hein, tu veux que tout le monde ait ses papiers, tu vois, t'es vraiment tolérant, tu votais à gauche avant et tout, tu vois. Tu sais, non mais tu sais qu'il est loin de chez lui, le gars. Tu sais, même si t'es noir, toi, tu sais ce que tu fais là. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et les noirs dans ce village, ils vont se voir, ils vont se repérer, parce que déjà tout le monde les regarde, tu vois, mais eux, ils vont se repérer. Et dans leur jeu, ils vont se dire, putain, on va quand même pas se dire bonjour, juste parce que, bonjour. Il y a des blancs dans la salle? Ouais, les blancs répondent pas à ça. Non. Aucune salle de France, les blancs répondent à ça. Les blancs sont pas fiers d'être blancs. Quand tu dis un blanc, t'es fier d'être blanc, il fait, ah, c'est chaud quand même. Non, le génocide, l'esclavage, Morano, c'est un autre gueule. Tu voudrais être noir? Quand même pas. Non, pas fier, mais pas con non plus. Hein. Mais quand tu demandes un noir, il fait bien sûr que je suis fier d'être noir. Black Power, mon pote, on l'a pas de combat. Et tu voudrais être blanc? Écoute, oui. Et tu ferais quoi si t'étais blanc? Je mettrais ma photo sur mon CV, mon pote.
Moi j'aimerais bien qu'on arrête avec toutes ces différences physiques. Pour ça j'ai une solution, il faudrait qu'on se mette tous en burqa. Non, tout le monde, homme, femme, tout le monde, comme ça il n'y a plus de différence physique. Alors je sais qu'il y a un inconvénient quand même à la burqa. Je me dis, le mec qui est en Arabie Saoudite, qui est une femme avec une burqa, quand il y a un rassemblement de femmes, par exemple un rassemblement commercial, comment il fait pour la retrouver sa femme? Tu vois, non, tu penses qu'il fait comme les pingouins, il a un cri distinctif quand même. Ah, t'es là. Bah dépêche-toi, il y a 8 ans qu'il va fermer là. Bon, il y a un autre inconvénient avec les burqas, c'est si t'as 3 femmes, tu vois. Si t'as 3 femmes, c'est embêtant, parce que bon, toi t'es un peu macho, tu rentres chez toi, tu fais, les femmes, faites-moi manger, putain, j'ai faim. Ferme ta gueule, sale gros. C'est toi, Fatima? C'est toi, Jamila? Bon, c'est toi, Mohamed? Ah, vraiment, le racisme est vraiment de plus en plus décomplexé. Il y a même des gens qui ont profané des tombes juives l'année dernière. Mais comment on fait pour profaner une tombe? Franchement. Moi, j'aurais trop peur de me faire hanter par la personne de qui j'ai profané un truc, tu vois. Et je me dis surtout, si je me fais hanter par un juif, à quoi ça ressemble un fantôme juif? On voit jamais des fantômes juifs dans les films. Là, on voit toujours une espèce de croisé, tu vois, un chevalier qui a plus de tête ou un truc comme ça. Je me dis, ça se trouve, le gars qui a profané la tombe, là, tous les soirs à minuit, il y a une kippa volante qui arrive chez lui. Tu sais, qu'il lui met une petite claque comme ça, là. Et qu'il fait ouh, tu sais combien ça coûte une pierre tombale? Au XXe siècle, s'est opérée une révolution dans 2 domaines de la physique. La relativité générale, qui concerne effectivement l'infiniment grand, et vous avez la physique quantique, qui concerne l'infiniment petit. Et ça a nécessité effectivement un changement, l'obligation en quelque sorte de changer le paradigme, c'est-à-dire la façon dont on perçoit les scientifiques perçoivent en quelque sorte les choses. Pour la relativité générale, 3 illustres personnages. Einstein, Lemaitre et surtout Poincaré. Pour la physique quantique, l'infiniment petit, il y a un certain nombre d'illustres personnages, Bohr, Einstein, Planck, Pauli, Heisenberg, Schrödinger, j'en oublie beaucoup. D'accord. Et, ma foi, qui ont fait en sorte de faire changer le paradigme, c'est-à-dire notre vision qu'elle soit du monde. La résolution de l'équation de la relativité générale donne comme solution un univers qui est en expansion. Einstein a commis une petite erreur, c'est-à-dire il a intégré dans son équation un petit facteur qu'on appelle lambda cosmologique et qui fait en quelque sorte que l'univers est statique. Par la suite, des scientifiques très éminents, effectivement, ont rectifié le tir et ont montré effectivement que l'univers ne peut être effectivement qu'en expansion. Très bien. Et donc, au fait, les scientifiques se sont découverts historiens, tout simplement, historiens de l'univers. Si l'univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il découlerait d'une toute petite particule, qu'on appelle la minuscule, et cette particule présente en soi une densité et une température infinie. Et par la suite, effectivement, cette particule s'est plus ou moins détendue. Alors, c'est pas dilatée plutôt, le mot le plus juste. Le schéma qui définit effectivement ou l'évolution qui définit cette histoire, c'est ma foi le Big Bang. Alors on va aller très très vite, faute de temps. Alors il y a quelque chose qui va apparaître à un moment donné, qu'on appelle la minuscule. Voilà, c'est Nicolas. Création. Alors c'est pas une explosion, c'est une création de l'espace et du temps. D'accord. Production de la lumière qui s'est transformée
en matière. D'accord? Alors je vais un peu plus vite, je suis désolé. Agglomération, agglutination. D'accord? Apparition de galaxies. Et là, on va plonger dans la nôtre. La Voie lactée, on voit qu'effectivement, il peut y avoir fusion de galaxies. Vous voyez? D'accord?